Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Kim, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Banh Mi Podcast. Pour cette nouvelle saison, on a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe. Donc on a Joël et Vincent. Merci d'être là les gars. Et on est dans l'atelier de Kim Farkas. Salut Kim, comment tu vas ? Ça va, merci. Merci beaucoup de nous accueillir du coup dans ton atelier. On est en plus avec tes super belles œuvres qui sont autour de nous. Kim, tu es artiste diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris et de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Et on a l'honneur et la chance de voir quelques-unes de tes œuvres qui vont être notamment envoyées pour l'exposition Solo à New York dans la galerie Downs and Rose qui a lieu en septembre 2021. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de cette collection si particulière ? Moi, mon travail, c'est un peu une lente évolution, où chaque sculpture est une évolution de la précédente. Du coup, sa genèse, c'est l'exposition d'avant. Enfin, c'est toujours quelque chose qui suit. Néanmoins, pour cette exposition-là, et dans mon travail depuis 2 ans environ, il y a une influence particulière qui est présente. C'est notamment des objets que j'ai rapportés ou que je collectionne, issus du Chinatown où je vis, donc dans le 13e à Paris, ou alors de mes origines en Asie. Bon, par ailleurs, il y a tout un bagage visuel, esthétique, qui est extrait d'autres cultures, mais cette partie-là de mes centres d'intérêt est très présente. L'exposition va s'appeler Permaculture. Ok. Pourquoi permaculture ? Parce que je fais référence donc à la méthode d'agriculture qui cherche à atteindre une forme d'équilibre complet où les éléments vivants du passé vont mourir, se décomposer et nourrir le vivant du présent qui lui-même nourrira en théorie le vivant du futur. Et en fait, en faisant ça, en atteignant cet équilibre, on arrive à une forme d'écosystème auto-régénératif. Et j'espère que dans mon travail, je tends un peu vers ce même résultat où le passé, le futur, le présent s'entremêlent et se joignent à l'intérieur des conduits en matériaux composites que je fabrique. Ouais, c'est beau. En fait, tu es en constante transformation, création de par ce que tu as déjà réalisé dans le passé. C'est une évolution de ce que tu es aussi. Oui, c'est une évolution des formes que je produis, c'est une évolution de moi parce qu'il y a beaucoup de transformations qui sont opérées en moi, mais c'est aussi des transformations qui concernent au-delà de moi, peut-être la société, et on l'a particulièrement vu ces dernières années, et encore plus cette dernière année dans la communauté asiatique. Il y a eu quand même beaucoup de ce qu'ils appellent aux États-Unis reckoning, ce qui veut dire prendre conscience, en tout cas dans mon interprétation, prendre conscience et faire vers un chemin de compréhension de ce qui est, et dans le cas présent de notre statut racial, et éventuellement, et même avec certitude, des violences qu'on peut subir liées à ça. Ok, merci beaucoup Kim. Je l'ai dit en introduction, tu es diplômée des Beaux-Arts et ce depuis 2014, mais avant ça tu étais dans le graphisme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études artistiques et de sauter à pieds joints dans l'art ? Écoute, moi je viens pas trop d'une famille
En tout cas, mes parents m'emmenaient pas beaucoup au musée, ils me faisaient pas peindre tout le temps quand j'étais enfant, quoique je faisais pas mal d'origami quand j'étais très petit. Mais j'ai su assez tôt que je voulais faire des études dites artistiques. J'ai commencé par le graphisme parce que pour moi, dans mon imaginaire adolescent, être graphiste, c'était être artiste mais gagner sa vie. Ce qui est un mensonge. Mais bon, j'ai eu la chance déjà d'avoir des parents qui étaient OK pour que je fasse ça. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, moi je suspecte que c'est les voyages que j'ai fait en tant qu'enfant, et notamment beaucoup de temps passé dans la famille de mon père aux États-Unis, Ok, où ma tante, tous les étés, nous proposait des activités manuelles. Donc on avait, génial. en 2009, ça devait être tie-dye. Non, j'étais déjà grand en 2009. En 99, ça devait être tie and dye. Quelques années après, pâte Fimo. Et voilà, il y avait tout le Pas temps... de Fimo? La pâte Fimo, tu sais, c'est cette pâte autodurcissante, pas autodurcissante, mais que c'est comme de la terre que tu Ok. modèles et après tu mets au four, ça durcit, tu fais des Ah. petits objets ou Oui. des bracelets, des trucs comme ça. Ok, ok. Et du coup, je passais beaucoup de temps avec mes cousins D'accord. à faire des ateliers créatifs, disons. Ok, super. Et je pense que ça, ouais, c'est ça qui m'a... Je voulais continuer ça, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lâcher le graphisme et te dire bon bah c'est bon, maintenant je vais faire de l'art? Je vais pas faire plaisir à certains amis graphistes, mais je me suis assez vite rendu compte que dans ma lecture du métier, je n'étais qu'une partie d'une chaîne de l'industrie de l'image, et qu'en travaillant dans le graphisme, de toute façon, moi, dans l'expérience que j'en avais, en tout cas, j'étais un organe publicitaire. Et en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. Et moi, en faisant mes études de graphisme, j'avais commencé à faire de la peinture. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait, c'était la peinture. Donc, en fait, moi, je viens plutôt d'une pratique de peintre à l'origine. Ok. Enfin, à l'origine, avant le graphisme et tout, mais... D'accord. Et bah, c'est assez rare pour un artiste quand même de vivre de son art. Tu as été diplômé en 2014, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, on est en 2021. Oui. Tu exposes à New York. Oui. Ce qui est assez énorme, je trouve. Ok. Non, mais... Merci. Enfin, c'est pas ta première expo solo, si? C'est ma première expo solo en galerie. Enfin, pas vraiment, mais c'est ma première expo solo un peu d'envergure. Ouais. Donc, Ouais, bravo pour ça, Kim. merci. À ton avis, bon, c'est une question qui est un peu difficile, mais qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui attire chez les férus d'art dans ton travail et dans tes œuvres? Mais c'est difficile. Je pense qu'il y a... Je pourrais me lancer des fleurs, en fait, et dire que oui, c'est la grande intelligence de mon propos, c'est la grande beauté des formes que je fais. C'est pas ce que je dis, je parle au conditionnel. Mais j'espère, néanmoins. Mais je pense qu'avant tout, ce qui attire les gens, c'est en fait l'actualité de l'artiste et à quel moment... il est relevant, il est juste, enfin il est en phase avec le monde. Et à la limite, ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à atteindre. Je sais pas si je l'ai atteint, mais en tout cas, j'espère que c'est pour ça qu'ils s'intéressent à mon travail. Et peut-être même qu'ils continueront. Moi, ce qui me frappe, c'est ce mélange des influences que tu explores dans la culture asiatique. Avec, là, sur la table, on les voit, ces bols en plastique propres à ceux qu'on peut voir dans les Chinatown, figés dans une résine, comme pour marquer le temps, marquer une influence culturelle, quelque part. C'est des bols qui sont très bon marché, qu'on retrouve dans les épiceries asiatiques, chez Tank Frères, Paris Store, pour moins d'1 euro ou 2 euros. Et toi, tu arrives à les valoriser, à les sublimer avec ce que tu en fais, en fait. Pourquoi tu as voulu les valoriser comme ça? Alors, ça a commencé par opportunisme. C'est qu'en habitant dans le 13e, en fait, c'est juste là, c'est disponible. Ouais. Et moi, je pense que vraiment, en fait, je pense que je prends même aucun risque à dire que c'est une certitude. De toute façon, on fait avec les produits qui nous sont disponibles tout le temps.
Et moi, il se trouve que j'habite dans le 13e. Ça fait pas très longtemps, ça fait que depuis 2017. Et pour moi, déménager d'autres quartiers de Paris pour habiter dans le 13e, ça a été un peu une révélation. Et ça a eu une part importante dans le chemin que j'ai accompli vers une déconstruction, c'est le gros mot, une déconstruction de mon identité asiatique. Et du coup, pour moi, c'est un peu le symbole du chemin que j'ai fait. Mais bien sûr, ça va au-delà de moi seulement, parce que ces bols, ils sont effectivement bon marché, disponibles, mais en fin de compte, on les voit dans le 13e, à Belleville, Chinatown, New York, Chinatown à Singapour, Chinatown de partout. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai jamais vécu en Asie. Je suis d'origine asiatique, au moins en partie. Et qu'en fait, où que j'aille, ce matériau me sera disponible. Et en fait, il y a tout un panel d'objets comme ça qu'on peut trouver dans tous les Chinatown au monde, qui sont plus ou moins tout le temps les mêmes, qu'on peut trouver en Asie, mais pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de production qui est faite pour l'export. Et du coup, cette production d'objets, en fait, moi, quand je la montre à quelqu'un d'asiatique, il sait ce que c'est, mais si je la montre à quelqu'un qui n'a aucun lien avec l'Asie, qui n'y est même jamais allé, il saura aussi ce que c'est, parce qu'en fait, il saura identifier que ça vient du Chinatown de quelque part. Parce qu'en fait, il y a une espèce de culture d'export qui se crée, et une esthétique d'export qui s'instaure, et qui, du coup, commence à exister et à grandir, et presque prendre son indépendance de son origine géographique. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, parce que c'est aussi mon histoire. Il y a beaucoup de gens qui migrent. Non, mais c'est vrai que ça lie les gens à travers un objet qui est, on peut dire, un peu anodin, tu vois, mais que tu vas dans n'importe quel pays, c'est identifié comme Chinatown, comme asiatique, comme... Et c'est vrai que là, comme tu le formules, je m'en rendais pas compte, et c'est ça, quoi. C'est tout à fait vrai. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie, Kim ? De par mes origines, déjà. Mon père est américain, blanc, mais ma mère est singapourienne, d'origine Peranakan. Donc peut-être que je vais expliquer ce que c'est. Ouais, tu peux expliquer. Moi, je connais parce que Singapour, ça a été ma première expatriation. Enfin, c'est la première fois que... Enfin, j'ai travaillé à Singapour en 2012. Je suis restée 2 ans et demi là-bas. Donc, je connais un petit peu, mais je ne suis pas très familière non plus. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de connaissances avec Singapour en France. Donc, est-ce que tu peux expliquer Peranakan ? Donc, les Peranakan, c'est une ethnie qui habite essentiellement sur le détroit de Malacca et de Singapour. Donc c'est quand même une ethnie assez petite, et encore plus aujourd'hui, parce qu'elle est en train de tranquillement disparaître et silencieusement disparaître. Mais ce sont historiquement des marchands chinois, hommes, qui ont émigré du sud de la Chine il y a environ 300 ans. Je ne suis pas historien, donc peut-être que je raconte des grosses saucisses, mais de mes souvenirs, de mes lectures, qui ont émigré vers la Malaisie et Singapour pour aller vendre leurs produits, en acheter d'autres. C'était des marchands. Et Singapour était à l'époque, c'était Malaisie. Singapour n'existait pas encore. Non. À l'époque, Singapour n'existait pas, mais c'était déjà un port. Probablement que ça devait déjà s'appeler Singapour avant, je ne suis pas sûr. Et donc, ils ont émigré et ils parlaient le Hokkien dans cette région de la Chine. Et à force de métissage avec les femmes locales, ils ont créé leur propre langue parce que fallait bien qu'ils parlent avec leurs travailleurs, qui parlent à leurs épouses, qui choisissaient sûrement pas leurs époux par ailleurs. Mais, et du coup, ils ont créé leur propre pidgin qui est devenu qui était le baba malais, qui était un mélange de Hokkien et de malais. Et de fil en aiguille, ils se sont installés à Singapour, qui ensuite est devenu un pays, puis a été colonisé par la couronne britannique. Et ce qui était un pidgin est devenu le créole baba malais, qui est
qui diffère d'une famille à une autre, hein, mais qui est globalement un mélange de Hokkien, donc dialecte chinois, et de malais, avec beaucoup d'anglais qui se mélangent dedans, à Singapour surtout. Et voilà, et pendant très longtemps, en fait, ça a été, d'un point de vue démographique, la population dominante à Singapour. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que suite à la décolonisation de Singapour en 65, il y a eu une dynastie de présidents élus d'influence chinoise mandarine, et que le pays, ayant un rapport très particulier au développement, a décidé de tendre vers une culture peut-être un peu plus lissée du chinois mandarin, qui est aussi presque devenu... moi, je ne suis pas chinois de Chine, mainland China, donc je ne veux pas le juger ou qualifier trop, mais qui est aussi une part de la culture chinoise qui est exportable. Voilà. Et comment ta mère s'est retrouvée en France, en fait ? C'est quoi l'histoire de la migration de ta maman de Singapour à la France ? Ma mère est venue en France pour se marier à un homme français. D'accord. Avant mon père, qu'elle avait rencontré à Singapour. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Elle a étudié la cuisine française quand elle était en France. C'était une jeune adulte. Elle était à l'école, comment ça s'appelle ? À l'école du Cordon Bleu. D'accord. Qui, je pense, est extrêmement reconnue dans le monde de la cuisine, et peut-être même particulièrement aussi d'apprentis cuistots venus de l'étranger. Et elle a appris du coup une cuisine très française, classique. Ouais. Donc une Singapourienne qui fait de la cuisine française traditionnelle, classique. Ouais, elle était chef à domicile quand elle a fini ça. Tout ça, c'est avant que je sois né, hein, donc elle m'appellera tout à l'heure pour me corriger, enfin, quand elle verra, probablement. Mais elle a été chef à domicile pendant quelques temps, où elle faisait, du pot-au-feu, FEU. Et en fait, elle s'est rendue compte, en faisant ça, que c'était pas forcément très apprécié, à l'époque en tout cas, quand elle allait chez les gens... Que ce soit une femme asiatique. Une femme asiatique qui cuisine français. Du coup, elle se cachait en cuisine beaucoup. D'accord. Elle sortait à la fin du repas et ça créait un effet waouh. Ouais. Waouh, c'est une dame asiatique qui a fait ça, c'est encore meilleur du coup, au pot-au-feu. Si elle faisait des pot-au-feu, j'en sais rien. Tu as une résidence artistique qui est prévue pour 2022 à Singapour. Tu vas être là-bas pour un certain moment. 2 mois. 2 mois. 1 mois. 2 mois. On va voir. Et tu vas réaliser des choses et t'inspirer en fait d'explorer l'héritage que tu as reçu de ta maman, donc du coup de ta culture singapourienne Peranakan. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets artistiques à Singapour ? Je vais aller à la rencontre de praticiens d'une discipline qui s'appelle le Dondang Sayang, qui est une forme de poésie chantée, mais qui est aussi improvisée, qui généralement se pratique entre 2 performeurs. Et pour ça, je travaille en étroite collaboration avec GT Lai, qui est un performeur Peranakan d'un certain âge, et je vais les enregistrer en train de performer, de chanter. Super. Mais aussi je vais aussi les enregistrer en train de me parler de ce que ça veut dire pour eux que de continuer à pratiquer. Ouais. Particulièrement parce que la culture Peranakan est en train de disparaître et que, en fait, il n'y a plus que, d'après GT Lai, il n'y a plus que 2 performeurs vivants qui sont capables encore de le faire en improvisation. Parce que beaucoup de gens maîtrisent la langue assez pour interpréter, mais quasiment personne ne peut improviser, parce que ça nécessite forcément une beaucoup plus grande maîtrise de la langue et des codes de cette discipline. Et je vais aussi enregistrer des travailleurs, ainsi que les ambiances sonores d'un lieu qui s'appelle Bukit Brown, que tu connais peut-être du coup si tu y as été, qui est un cimetière à Singapour qui est en train d'être déplacé, qui est, d'après ce que j'ai lu, le plus grand cimetière de gens d'origine chinoise en dehors de la Chine.
Et donc le cimetière est en train d'être déplacé parce que l'État singapourien veut construire des autoroutes et des immeubles à la place. Et du coup, ils sont en train de déplacer des centaines de milliers de corps et pour que la ville puisse continuer à se développer. Mais ils ont aussi beaucoup de mal à trouver les ayants droit de ces corps. Parce que c'est pas documenté comme le Père Lachaise peut être documenté. On sait pas forcément où sont les tombes, parce que c'est un peu la jungle, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai parlé aussi de cet effacement avec les gens qui travaillent sur place. Mais ils parlent pas anglais, du coup, je vais être confronté à une barrière de la langue qui va être intéressante. Ouais, j'imagine que ça va être super intéressant. Singapour, c'est une cité-État, c'est pas. Enfin, je pense qu'en France, on connaît un peu Singapour de nom, mais on n'a pas trop d'histoire avec des communautés singapouriennes en France ou des migrations de la communauté de ce pays en France. Et moi, je l'ai connu comme étant la Suisse de l'Asie. C'est le premier pays, donc du coup, où j'ai immigré après mes études. Et il y a quand même ce parallèle là que tu abordes entre ce pays futuriste, moderne, qui tend à se développer, à être sans cesse en construction. Le parallèle se construit avec cette identité qui est avec ces influences asiatiques, chinoises et malaises qu'on tend à vouloir faire disparaître. Est-ce que tu as eu est-ce que tu as quand même des soutiens dans ta démarche, parce que tu es dans un pays qui veut effacer une culture, une influence culturelle, des traditions, et toi tu es là à vouloir creuser tout ça? Alors, j'ai des soutiens, oui, heureusement, parce que tout seul, ça aurait été impossible. J'ai le soutien des gens que je vais enregistrer sur place, parce que je suis allé les voir avant de commencer à écrire un projet où ils seraient inclus. J'ai mon oncle qui est sur place, donc qui est un peu mon relais, parce qu'en plus, là-bas, on prend pas trop rendez-vous dans son calendrier un an en avance pour un enregistrement, quoi. C'est plutôt genre, tu m'appelles quand t'es là et puis c'est même pas tu m'appelles, c'est WhatsApp. Genre les emails inconnus au bataillon, dans le quotidien en tout cas. C'est vrai. Après, clairement, j'ai reçu le soutien de l'Institut français, que je remercie, donc en France, qui soutiennent financièrement mon projet. Mais j'avais aussi fait des demandes à des soutiens singapouriens. Et ça, c'était que je n'ai pas eu. Mais c'était en fait assez intéressant parce que c'est en faisant la démarche pour aller chercher des sous à Singapour que je me suis notamment rendu compte à quel point la culture Peranakan est en train d'être mise sous cloche à Singapour. Parce qu'à Singapour, ils ont ce qu'ils appellent le National Heritage Board. Et donc c'est un organe étatique qui est en charge de mettre en valeur et qui du coup choisit comment il veut mettre en valeur certains des héritages culturels de ces pays hyper mélangés. Et on se rend compte qu'ils ont des politiques qui sont hyper définies et que la culture Peranakan, ça va aller dans un musée où on montre des choses sur des socles, où on a tendance à montrer le passé. Et du coup, dans cette mise sous cloche, moi, en paratexte, à titre personnel, j'ai tendance à aussi lire que du coup, on s'intéresse au passé, donc ce n'est plus une culture vivante ça, en paratexte. Étant donné qu'effectivement, à Singapour, on parle de plus en plus mandarin, de moins en moins le baba malais, moi, je ne le vis pas avec violence, parce que je ne suis pas là-bas, et même moi, je ne parle pas le baba malais. Mais je ne peux pas ne pas remarquer qu'il y a ces changements qui sont en train d'opérer, qu'on met sous cloche la culture Peranakan, et moi, en tant qu'héritier de cette culture en France, c'est quoi ma place là-dedans? On en reparle dans 10 ans, je ne sais toujours pas exactement quelle est ma place là-dedans. Et particulièrement, être asiatique en France, c'est une chose, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un tout petit pays, Singapour. Moi, j'ai pas de communauté singapourienne à Paris parce que ça existe pas vraiment, en fait. Et toutes ces histoires passionnantes de gens issus de la seconde génération dont les parents ont fui le Vietnam, le Cambodge, je sais pas quoi, qui sont hyper touchantes. Et moi, je sais que mon histoire,
elle peut toucher un peu à ça parce que ça vient de la même région du monde, mais il n'y a pas la dramaturgie. Et je dis pas que je la souhaite, cette dramaturgie, surtout, je fais pas ce fantasme, mais en même temps, c'est, voilà, moi, où est mon histoire là-dedans? Voilà. Et du coup, à Singapour, j'ai pas l'impression que ça les intéresse beaucoup, en fait. Ouais. Ce retour migratoire, pour eux, c'est, d'une façon générale, des individus s'y intéressent, mais institutionnellement, ça les intéresse pas beaucoup pour l'instant. Mais ça va venir. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu des sujets universels, le fait d'enfouir des cultures, des traditions, des langues, des dialectes, et parce que la France peut avoir aussi cette histoire en fait sur la région occitane. Enfin, je pense à plein de cultures différentes où justement on veut faire ce lissage culturel et homogénéiser tout ça avec en oubliant en fait ce qui s'est passé dans... Enfin voilà, en oubliant ses traditions, je pense que c'est assez naturel, effectivement, que le temps efface, j'allais dire les plaies, mais le temps efface les choses, mais après c'est la responsabilité de chacun de transmettre en tant qu'individu, mais au-delà de ça, en tant que citoyen, il y a aussi une responsabilité politique. Je veux dire, dans les manuels d'histoire, on utilise des mots et pas d'autres. Quand on parle d'une langue et qu'on l'appelle un patois, ça ne veut pas dire la même chose qu'un créole, par exemple. Quand la France... Moi je suis né en 88. Moi, j'ai appris à l'école que le projet français était qu'on assimile les différentes vagues migratoires. Moi, je caricature, mais j'en ai retenu que je devais oublier d'où je venais, en fait, parce que ma culture, c'était la France, les Lumières, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je suis pas contre ces valeurs par ailleurs, mais ça va pas en opposition avec. Non, c'est pas en opposition, non. mais il y a pas que ça. Oui, et ce regard universaliste, moi, j'y adhère pas beaucoup, mais c'est à titre personnel. Et en fait, j'ai oublié ta question. Non, mais oui, en fait, non, ce que je disais, c'est que ta démarche de vouloir creuser sur les traditions qui sont en train de se perdre, c'est en fait ça peut se vivre sur différentes cultures, différents pays, etc. Parce qu'en fait, là, on tend de plus en plus vers un lissage, vers une homogénéité, et vers quelque chose de plus commun, sans différence, enfin bon, voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression, en tout cas dans le petit monde dans lequel je vis, avec ce petit groupe de personnes que je fréquente, j'ai plutôt l'impression contraire, en fait, que justement, après avoir grandi dans un pays où on exigeait presque une forme d'homogénéité, qu'en fait... Au contraire, depuis quelques années, on a encore plus envie d'affirmer. En France, on parle de questions communautaires et qui ne se mettent pas en opposition à un projet républicain. Moi, je peux être asiatique, parler dans une émission qui discute de questions raciales notamment, sans être islamo-gauchiste, ou en l'étant, je ne sais pas, mais en fait, c'est un terme que moi j'emploie pour rigoler, mais au-delà de ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Et je pense que c'est essentiel, ça va être essentiel pour les années à venir. Et moi, j'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis encore un adolescent parce que je suis encore en train de chercher qui je suis, qui je vais être, mais peut-être demain je serai un adulte et peut-être demain... Est-ce qu'on devient un jour un adulte? Est-ce qu'on n'est pas toujours en perpétuelle construction de soi au final? Est-ce que c'est pas ça d'être adulte? Aussi. Mais j'allais juste dire, peut-être demain j'aurai des gamins, quoi. Et là, à un moment donné, papa, tu viens d'où? Bon, peut-être j'aurai pas de gamin, ça sera plus simple, mais je sais pas, moi j'ai du mal à imaginer que si un jour j'avais des gosses, que je lui raconte pas ces histoires et que voilà.
Non, mais c'est beau, c'est vraiment une démarche qui va dans la transmission. Dans la transmission et surtout dans le partage. Et surtout de reconnecter aussi. Là, tu crées un pont complètement avec ton histoire qui est française, américaine et singapourienne. Ouais. Et la preuve en est avec cette exposition à New York. À Chinatown, New York en plus. À Chinatown, New York en plus. C'est trop cool. J'espère qu'un jour ce sera aussi à Chinatown, Paris. Bah ouais, j'aimerais bien. Avant, il y avait beaucoup de galeries d'art dans le 13e. Ouais. Elles ont disparu ? Ouais, plus ou moins, ouais. Mais ça va revenir. Ouais, peut-être... que tu vas ouvrir une galerie, je pense pas. Par contre, si quelqu'un veut ouvrir une galerie sur la dalle des Olympiades, je prends. Ah ouais, ce serait trop beau. Est-ce que c'est en étant étranger à une culture qu'on en parle le mieux, en fait, parce que le regard est différent, que tu as plus de hauteur, tu as plus de recul quand tu connais pas trop la culture que tu veux explorer, que tu explores? Peut-être en tant qu'anthropologue. Je sais pas déjà, mais moi je suis pas anthropologue de toute façon. Moi en tant qu'artiste, je peux observer des choses, mais je revendique absolument pas mieux regarder la culture Peranakan ou même d'autres cultures qui influencent mon travail. Hein. Ça peut être la culture tuning, le cosplay, tout ça. Moi je pense pas que j'ai un meilleur regard dessus. D'ailleurs, dans les quelques sculptures qu'il y a derrière nous, il y a notamment des papiers votifs qui sont faits pour être brûlés normalement. Moi, je les détourne de leur usage premier. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on va m'en vouloir de les détourner ? Est-ce que c'est peut-être mauvais karma quoi, de les détourner ? Donc, en tant qu'élément extérieur, non, je ne pense pas que je suis le mieux placé pour parler de la disparition de la culture Peranakan qu'on évoquait. Non. Par contre, j'ai un autre regard dessus. Et moi, ce que je souhaite, c'est que mon regard se nourrisse aussi du regard des gens sur place. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'aller à Singapour pour faire vivre mon projet. Faut que les Peranakan qui vivent à Singapour puissent avoir un moment pour parler et exister. Et moi, tout ce que je fais, c'est des conduits, en fait. C'est des amplificateurs. J'espère juste que, comme je participe à un monde professionnel particulier qui est celui de l'art, par ce biais-là, ils aient peut-être un canal de discussion qui n'était pas le leur avant. C'est déjà pas mal. Et peut-être que grâce à ce projet, j'aurai un canal de discussion avec eux et que j'avais pas avant, et c'est bien. C'est beau. Puis on parle aujourd'hui, c'est bien. Ouais, je suis très contente d'ailleurs d'en parler. Du coup, oui, tu parlais des papiers, tu les appelles votifs. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, tu peux expliquer ? C'est des effigies en papier d'objets du quotidien, tels que des bijoux, tels que des lingots d'or, parce que c'est vraiment un objet du quotidien, les lingots d'or, tels que une brosse à cheveux, du maquillage, une voiture. C'est des effigies en papier qui sont faites pour être brûlées, pour envoyer symboliquement à soit un dieu, soit à nos ancêtres, en tout cas dans mon usage plutôt aux ancêtres, pour leur envoyer ces objets. Donc par exemple, ce qui n'est même pas le cas, mais à ma connaissance, mon grand-père qui était féru de mahjong, je vais lui envoyer un set de mahjong pour qu'il puisse... en papier. En papier. Oui. En le brûlant pour qu'il puisse jouer au mahjong wherever he is, où qu'il soit. Après, le grand classique, c'est quand même le lingot d'or, parce que c'est toujours utile. Les billets aussi. Et les billets, Les billets par dizaines de milliers. Un billet, c'est 10 000 parce que tu as besoin d'argent dans l'au-delà pour t'acheter des trucs. C'était des gens de luxe, nos ancêtres. C'est pratique. Mais dans le présent aussi, il faut envoyer. Mais j'avais vu, moi, quand j'habitais en Asie, qu'il y avait des papiers avec des iPhones. Oui, il y en vraiment... a. Ah oui, t'en as aussi. Quelque part, si on regarde, il y en a. Ouais, non, mais c'est incroyable. Pourquoi tu t'es intéressée à tout ce qui était... c'est un peu un monde spirituel, de croyances, c'est un peu un monde fantasmé de ce qui peut se passer quand on va mourir. Pourquoi Je me pose plein de questions. Non, mais même pas particulièrement. Non, en fait, moi, dans tout ce que j'ai pu faire en tant qu'artiste,
pas tant que ça, je reste un jeune artiste. Mais dans tout ce que je fais, il y a toujours des influences, des savoir-faire ou des objets qui, comment dire, sont encapsulés à travers dans mes coquilles en résine, mais on les voit à travers et ça vit à l'intérieur. Et du coup, ça les habite, quoi. Il y a presque un rapport animiste dans ma façon de faire des sculptures. Et du coup, moi, assez rapidement, je me suis rendu compte que mes origines participaient à mon imaginaire et à la façon que j'avais d'envisager comment des éléments passés non, même pas de ma vie, mais de mon histoire sur plusieurs générations, pouvaient imbiber mon travail. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a presque quelque chose de fantomatique là-dedans, en fait, que d'une façon imagée, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, il est peut-être quelque part là-dedans. Et assez naturellement, j'avais envie... Mon arrière-arrière-grand-père, j'en parle pas beaucoup, mais j'avais envie que peut-être lui, en fait, il y a un échange, tu vois, qu'il y a un flux, de toute façon, c'est des conduits, ce que je fais, c'est des tuyaux à l'intérieur desquels passent des choses, des objets, des énergies, mais même une énergie électrique. C'est pour ça aussi il y a beaucoup de choses en cuivre dans mon travail, parce que ça agit comme des antennes, des conducteurs de chaleur, d'énergie électrique. C'est aussi le cuivre qui conduit le son. Et les objets, en fait, ça permet d'avoir un flux dans les deux sens, parce que moi, je mets l'objet, mais je vais vers le passé. Et j'espère qu'il vient dans les pièces aussi. Et tu explores aussi ton art avec une génération qui n'est pas la tienne. Tu as convaincu, du coup tu en parlais tout à l'heure, GT Lai à participer à ton projet artistique. Ouais. Comment tu l'as convaincu? C'est une des figures du théâtre Peranakan. Il a plus de 80 ans. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qui est GT Lai et pourquoi il a dit oui à ton projet? Donc GT Lai est un ami de famille. En fait, moi je l'avais jamais rencontré, je l'ai d'ailleurs toujours jamais rencontré dans la vraie vie. On s'est parlé, mais du coup mon accès à lui était très simple. J'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au Dongdang Saiyang, assez rapidement, ma famille m'a dit « Mais GT, c'est une star du Dongdang Saiyang, il faut absolument que tu le contactes. Il adore transmettre son héritage en plus. » Et du coup, j'ai fouillé un petit peu sur Internet. Et effectivement, c'est une personne assez médiatique. Déjà, ça fait très longtemps qu'il pratique. Et il a reçu un certain nombre de prix, notamment du National Heritage Board qu'on évoquait tout à l'heure. Et il reçoit tous les ans des prix qui sont hyper honorifiques, hyper beaux. Il doit en être fier, et moi, en tout cas, j'en suis fier pour lui. Mais lui-même devient un peu, comment dire, une statue, en fait, de la culture Peranakan. Et alors que lui-même dit que plus personne sait faire des Dongdang Saiyang et que c'est triste. Et du coup, lui-même devient donc cette statue qu'on met sur un socle. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas un jeune homme. Et il faut transmettre plus. Et c'est impossible quand les gens ne maîtrisent pas la langue. C'est comme ça que... Et moi, j'ai parlé avec lui et c'est un type formidable, quoi. Du coup, ça va se faire assez naturellement, j'espère. Non, mais c'est cool d'avoir ce projet et d'avoir réussi à le convaincre et de pouvoir... à ta manière de continuer à transmettre ça. C'est pas facile tous les jours. Parce qu'avec le Covid, du coup, tout se fait à distance pour l'instant. Donc avec une personne de 80 et quelques années qui voit pas très bien, entend pas plus très bien, ça a été laborieux parfois. Qu'est-ce qui te marque le plus? Là, tu m'as dit que la dernière fois que tu étais allée à Singapour, c'était il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Tu étais allée 5 jours. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu étais à Singapour? Les changements. La fois d'avant, c'était en 2009. Donc ça faisait une décennie que je n'avais pas été.
Et en 2009, je me souviens, parce que j'avais filmé avec ma première caméra vidéo de jeune adulte, Marina Bay, donc un quartier de Singapour qui était en train d'être construit. Et quand j'y suis allé en 2019, ce quartier existait. Alors que moi, quand j'étais enfant, ce quartier-là, c'est pas qu'il n'existait pas, c'est que c'était l'océan. Et en fait, cette folle avancée vers le développement, vers l'urbanisation, pour un tout petit pays où effectivement juste trouver de la place est très compliqué, pour moi ça a été peut-être pas un choc, mais quelque chose d'hyper surprenant et qui, d'un point de vue de jeune homme ayant grandi et vivant en France, paraissait mais complètement incroyable, quoi. Enfin, c'est genre, mais comment on accepte il y avait des poissons à la place de ce bâtiment un jour, comment on fait pour accepter ça? Et j'ai jamais vraiment été révolté, mais je me posais plein de questions. Et la langue a changé, les gens parlent mandarin dans la rue, cette espèce de fuite en avant, c'était impressionnant, quoi, vraiment. C'est assez intéressant d'avoir une photo, tu sais, fixe de ce que tu as pu voir avant, et puis 10 ans après, de revoir les choses de manière assez différente. Et c'est ça. Mais là, je fais une vidéo où je mêle des plans que j'avais filmés avec ma première caméra en 2009 et ceux d'aujourd'hui, justement, qui sera montré à New York. Trop bien. Tu disais que tu passais du temps du coup aux États-Unis quand tu étais plus jeune. Enfin, j'imagine que là encore, tu as encore ta famille aussi aux États-Unis, c'est ça? Oui. Tu as vécu, t'étais proche aussi de Chinatown, New York. Oui, quand j'allais chez ma famille aux États-Unis, enfant, ils étaient à Tribeca, donc qui est un quartier voisin du Chinatown de New York. Et je passais. Moi, je voulais toujours traîner là-bas en tant qu'enfant. Ouais. Pourquoi? Je pense que, en fait, je maîtrisais complètement les codes, quoi. Ouais. Je me sentais, il y avait un sentiment de familiarité. Peut-être qu'il y avait même un peu un sentiment de jalousie parce que, en fin de compte, ce Chinatown, je l'avais pas vraiment à Paris parce que le Chinatown de Paris ou les Chinatown de Paris sont pas aussi institutionnalisés que celui de New York. Et pourquoi le Chinatown d'ailleurs de New York est si identifiable? Enfin, tu vois, genre, quand à Chinatown de New York... Il y a un panneau d'entrée, presque. Ouais, ou à Chinatown de Londres, vraiment, t'as l'impression d'être en Chine, quoi. Enfin, pas d'être en Chine, mais au moins, c'est... Enfin, tous les décors, les enseignes, les machins et tout ça, enfin, tu voyages complètement. Je trouve que c'est pas... Enfin, qu'il n'y a pas la même ambiance, certainement, à Paris. Je sais pas, toi je pense que la déconstruction des histoires migratoires aux États-Unis a commencé à s'opérer bien plus tôt en France, en tout cas de façon plus massive. Et du coup, ils ont plus cette pratique de discussion et d'acceptation de phénomènes qu'on dit communautaires. Et pareil, mais aussi, ils sont beaucoup plus organisés qu'en France. Désolé pour tous les habitants travailleurs de mon quartier de 13e, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus organisés. Enfin, il y a quand même un Museum of the Chinese of America. Ouais. Donc un musée dédié à la migration chinoise des États-Unis. C'est fou, ça. Alors, on n'a pas ça en France. Nous, on a la Cité de l'immigration en France. Merci Nicolas Sarkozy. Et c'est déjà quelque chose il y a eu plein de débats en fait autour de la légitimité de cette Cité de l'immigration en France. Alors que là-bas, ils ont un musée dédié à une communauté et qui est un lieu génial parce que c'est un lieu où il y a une vie communautaire. Bon, il y a toutes leurs archives qui ont brûlé l'année dernière, mais bon. Et c'est... moi, je me souviens quand j'y suis allé la première fois, j'étais adulte, parce que je ne savais pas en tant qu'enfant qu'il y avait ce lieu. Et ça a vraiment participé à me dire, mais waouh, en fait, on a du boulot, là. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On fait des podcasts. mais je pense que ça, enfin, quand tu grandis dans un tel quartier, en tant que héritier de culture asiatique, et que tu sais que tu as un musée, en fait, ton rapport à tes origines, il doit être complètement différent. Tout à fait. Il doit s'en dégager, j'imagine, une fierté. Bon, pas pour tous, c'est certain, mais je peux projeter ça, en tout cas. En tout cas, moi, je le jalouse qu'ils avaient ça. T'affirmes un peu plus ton identité, tes origines,
là où tu viens. Ouais. Enfin, t'as l'impression que vraiment il y a une histoire et que les choses sont... Ouais, je sais pas, que... Enfin, je me suis jamais vue asiatique jusqu'à ce que je parte en Asie, en fait. Ouais. Je pensais juste que j'étais comme tout le monde, une Française banlieusarde. J'avais pas l'impression d'être unique et d'avoir une histoire unique, en fait. Ouais. Mais après, ça, c'est super relatif parce que moi, j'ai grandi dans un autre... J'étais à Paris. Oui. Moi, on m'a renvoyé assez rapidement, en tant qu'enfant, à mes origines asiatiques, pas américaines. Ça passait plutôt bien. Ouais. Et j'en étais très, très fier, d'ailleurs, quand j'étais ado, d'être d'origine américaine. Ouais. Mais jamais je portais des signes distinctifs de l'Asie, alors que j'avais ce bling-bling ridicule New York Yankees autour du cou. Bon, j'adorais l'avoir gardé, mais jamais j'aurais fait ça avec un bling-bling Singapour, quoi. Genre, ah non, un truc de blédard. Moi, je me le suis caché, quoi, ça, pendant longtemps. Mais ça va changer. Qu'est-ce que tes parents pensent de toute ta démarche sur ton projet artistique qui te lie à l'Asie et qui te lie à tes origines, du coup, singapouriennes? Alors, encore une fois, je vais me faire... mon téléphone va vibrer quand mes parents vont voir la vidéo si je parle à leur place. Mais on parle pas forcément beaucoup de... Ils savent ce que tu es en train de faire? Ils savent ce que je fais. Ouais. Ils savent ce que je fais, ils s'intéressent vraiment, mais ils me posent pas forcément des questions... Enfin non, c'est pas ça. Non, ils me posent des questions, mais ils vont pas me dire ah, je suis fier de ce que tu fais, on fait pas ça, et c'est peut-être... Alors mon père vit à l'étranger, donc on se parle un peu moins, mais ma mère, qui est en France, on se parle plus souvent. Et en tout cas, son rapport à moi, en tout cas, n'est pas forcément dans le ah, c'est bien, ah, c'est pas bien, je suis fier, je suis pas fier. C'est plus juste de l'écoute de comment tu fais, mais un truc plus pragmatique. Ouais. Mais je pense qu'elle est fière. J'espère. Elle te le dira. Elle me le dira. Ou ça me dit rien, je m'inquiéterai. Kim, c'est une question un peu difficile. Oui. C'est quoi ta définition de l'art? Ah oui. Il y a un de mes premiers profs d'histoire de l'art qui m'avait fait un très bon cours, que je pourrais remettre en question aujourd'hui, où il a fait un cours qui s'intitulait « Qu'est-ce que n'est pas l'art ?» Et il avait dressé toute une liste qu'il avait eu le temps de préparer, contrairement à moi là. Mais il y avait notamment « L'art n'est pas une attitude, l'art n'est pas juste des formes, l'art n'est pas juste une histoire, l'art n'est pas juste une fiction. » Mais je suis en train de gagner du temps pour essayer de trouver une bonne réponse. Je veux du thé. Encore un litre. Je pense que l'art, malheureusement, moi aussi, je viens d'un milieu qui est celui de l'art contemporain et qu'il est empli de codes qui sont notamment celui du marché de l'art contemporain et qui sont des codes bourgeois, coloniaux, capitalistes. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien. En tout cas, c'est là-dedans que j'évolue en bonne partie professionnellement et que si j'allais ailleurs, ces codes seraient complètement différents. Moi, juste l'art contemporain, à la limite, je peux vous dire, c'est un ensemble de codes bourgeois, esthétiques, qui font que l'artiste arrive à raconter une histoire qu'il a envie de raconter et que des gens arrivent à le voir et à recevoir l'histoire qu'ils ont envie de recevoir. Mais l'art, c'est pas que l'art contemporain, ça peut être la musique. D'ailleurs, le Dongdang Sayang, c'est de l'art. Et ça, moi, j'en sais rien, ce que c'est l'art au sens général. Je pourrais pas te dire. Toute création de l'esprit. Toute création d'esprit? C'est la définition de l'administration fiscale de l'art. Mais je pense que c'est pas mal, en fait. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Kim? Trop. Trop de banh mi. C'est quoi le parfait banh mi pour toi? Des carottes fermentées. Du porc. Et sauce magie. Ok. Donc ça commence par l'acidité et le croquant des carottes. Ouais. Ensuite le porc et la sauce magie. En fait, tout ce qui est fermenté, j'adore d'une façon générale. Ouais. Est-ce que tu as un plat typique qui te rappelle Singapour? Waouh. Le mi goreng. Mi goreng. Ouais. C'est genre un peu la base, quoi. En gros, c'est des nouilles sautées avec des fruits de mer, quoi. Et ouais, c'est trop. Mais en France, j'en trouve pas.
ou Char Kway Teow. Ouais. Oh là là, c'est bon ça. Il y a un resto malaisien à Lyon. Ah. Ça s'appelle Bolela. Tu sais, tu parles, je sais pas si tu parles un peu malaisien. Bolela, ça veut dire c'est bon. Ouais. Et c'est une tuerie. Ok, il faut aller jusqu'à Lyon. Il faut aller jusqu'à Lyon. Une de tes dernières découvertes asiatiques, qu'elles soient en termes de musique, de films, livres, tout ce que tu veux. Eh bien, Caroline Nguyen, dont je pense que vous parliez dans un des derniers... Caroline Nguyen ? Caroline Nguyen, réalisatrice de courts-métrages canadienne. Mais je pense que c'était dans un de tes épisodes que vous parliez d'elle en plus. Elle a No fait... Crying at Dinner Table. Exactement. Ok. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Je lui ai envoyé un message de groupie après. Ouais, elle t'a répondu ? Ouais, très gentiment. Trop cool. Voilà, mais Non, ouais, il est assez bouleversant ce court-métrage. Elle a gagné plein de prix. Ah ouais ? Je crois, hein. J'espère. Ouais, mais non. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est No Crying at Dinner Table ? Oui, donc c'est un court-métrage où la réalisatrice fait des interviews de sa sœur, sa mère et son père, séparément. Puis elle les réunit tous les trois autour d'une table et elle diffuse ces interviews. Et du coup, autour de la table à manger, d'où le titre. Et du coup, en fait, on a ces trois membres de la famille qui, en fait, on a l'impression qu'ils se découvrent, quoi, qui se sont juste jamais causés l'un à l'autre. Et c'est juste incroyable. Enfin, on le voit dans leurs yeux, ils sont hyper émus parce qu'ils se découvrent des émotions qui, effectivement, sont pas faciles à discuter parce qu'ils parlent de choses très intimes. Et c'est un schéma de communication ou de non-communication qui est quand même assez présent dans la culture asiatique. La pudeur ? Ouais. Je sais pas. La pudeur ou le secret ? La pudeur. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. La pudeur, le secret, le fait de... Il y a parfois de la honte aussi. Ouais, de la honte et de pas communiquer en fait ce qu'on ressent, quoi, d'être... Puis la fuite en avant. Puis, pardon ? La fuite en avant aussi. Comme à Singapour, mais pareil dans d'autres pays. C'est genre, non, on se développe, là, on n'a pas le temps. Le passé, c'est pour le passé. Mais, ouais. Est-ce que tu as ce rapport-là, toi aussi, avec ta maman ? C'est difficile de faire accoucher les informations que je recherche quand on parle du passé. Et c'est parfois difficile de savoir si c'est de l'oubli de sa part ou de la rétention. Mon téléphone va pas arrêter de sonner, hein. Et en tout cas, ce modèle enfin, dans le court-métrage, on voit que c'est difficile pour eux d'accoucher des choses. Ouais, moi, clairement, ça a résonné en moi. Et j'ai même essayé de montrer à ma mère, en fait, ce court-métrage. Et j'ai bien vu qu'il y avait un blocage entre elle et le court-métrage. Elle n'arrivait pas. Et moi, d'un point de vue d'un jeune homme ayant grandi en France de 33 ans, j'avais l'impression que ce blocage dénotait son incapacité à elle-même transmettre volontairement, en tout cas. Après, elle m'a transmis plein de choses, hein. C'est loin d'être un monstre, hein. Mais donc pas par la parole, pas comme ça, quoi, par la bouffe. Ouais. Le premier langage des parents envers les enfants chez les Asiatiques, c'est la bouffe. Disons qu'ils n'ont pas trop l'héritage psychanalytique, quoi. Non, on n'est pas là pour parler, quoi. Du coup, moi, je le fais avec le podcast. Ouais. Alors, un ingrédient qui sublimerait ta baguette française ? On vient d'en parler. C'est qu'on arrive un peu à plus parler. Mais de génération en génération, homme-femme, religion, tout ça. Enfin, ça serait bien qu'on s'écoute un peu plus. Enfin, entre les êtres humains, quoi. Ouais. Tout simplement, ouais. Ouais. Et qu'en fait, quand je dis à quelqu'un d'arrêter de faire des blagues racistes, qu'il arrête, mais que quand on me dit arrête de dire ce truc misogyne, que je le fasse. Enfin, je pense que je le fais, j'espère. Mais voilà, ça s'applique à tout, je pense. Et ce serait une bonne baguette.
Une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode, Kim? Je pense qu'on va faire honneur à J.T. Lai et diffuser un peu de sa voix en train de chanter du Dondang Sayang, donc la poésie chantée singapourienne. Merci. Écoute, c'était un réel plaisir de te recevoir sur ce podcast, sur la saison 2 de Banni Podcast, de mettre en lumière la culture singapourienne et aussi surtout ta transmission par ton moyen d'expression, ton talentueux moyen d'expression qui est l'art et ce qui nous entoure en fait, et ta manière de poser les mots sur ça. C'est assez beau ce que tu fais, et puis j'invite les gens à aller voir ton portfolio parce que j'ai été vraiment impressionnée par tout ce que tu pouvais faire, et tu es aussi toi-même dans la transmission avec des jeunes. J'ai pu voir que tu avais fait des ateliers avec des adolescents pour qu'ils s'expriment par... Ça arrivait de façon ponctuelle. Après, c'est clair que sur du long terme, ça m'intéresserait de transmettre. Actuellement, je transmets pas... Enfin, pas de façon active et professionnelle, en tout cas, j'espère, en parlant avec des gens aussi. Mais tu l'as déjà fait. Ouais, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ça fait un peu sens avec ce que j'essaye de développer. Bravo, Kim, et puis bravo pour ton exposition à New York, et bonne continuation pour ta résidence artistique à Singapour. Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation, surtout. C'est trop cool. Merci, Kim. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banni Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram ou Facebook banni.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci aux 237 contributeurs du crowdfunding qui ont permis de lancer la saison 2. Merci à vous qui écoutez Banni Podcast, qui le partagez à ceux que vous aimez, et pour vos bonnes ondes, et à bientôt pour les prochains épisodes. Pour ne louper aucun épisode, abonnez-vous à Banni Podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée.